à tous, donc je suis Johan Berthet, merci Jean-David pour la présentation. Donc je suis Johan Berthet, moi je suis géomorphologue donc au sein de STIX-KD qui est un bureau de recherche appliquée et d'expertise en sciences de l'environnement. On fait plutôt de la géomorphologie et donc je suis géomorphologue de formation. J'ai soutenu ma thèse en 2016 au laboratoire Editem, donc à l'université Savoie-Mont-Blanc. Sur la thématique du retrait glaciaire, et le sujet, pour simplifier, était de savoir ce que devenaient les masses sédimentaires libérées des glaces dans la vallée de Chamonix, depuis la fin du petit âge glaciaire jusqu'au désenglacement récent. Donc les actualités récentes, notamment l'événement qui s'est produit le 21 juin à la Bérarde dans les écrins, font largement écho à mes travaux de thèse. Et donc c'est ce qui va faire l'objet de ma présentation aujourd'hui, donc d'environ une demi-heure, où je vais revenir principalement sur la tempête Alex, puisque maintenant la tempête Alex qui s'est produite en octobre 2020, donc il y a environ 4 ans, on commence à avoir un bon recul dessus avec plusieurs études qui ont été menées, et donc des résultats qui sont particulièrement intéressants et qui sont transposables à d'autres types d'événements. Et donc je terminerai également avec une description des travaux qui ont été menés, que nous menons sur la Bérarde pour expliquer ce qui s'est passé et saupoudrer un peu d'éléments de la géomorphologie, peut-être que vous connaissez un peu moins, qui est moins une science de l'ingénieur dans toutes les géosciences, et d'éléments un peu plus techniques qui feront aussi un peu plus écho à la table ronde qui aura en deuxième partie d'événement. Donc, pour rappeler ce qu'est la géomorphologie, parce que la géomorphologie, c'est évidemment pas la science la plus connue des géosciences, la géomorphologie, c'est l'étude du relief terrestre et de son évolution. En gros, pour la partie des cours d'eau auxquels on va s'intéresser, c'est ce qu'on appelle la partie sédimentaire. C'est moins une discipline, comme je disais, d'ingénierie qu'une discipline d'observation. Elle a des aspects un peu plus naturalistes, la géomorphologie, dans le paysage des géosciences. Une approche naturaliste, oui, mais une approche qui est aussi systémique, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une démarche analytique beaucoup plus globale. Et moi, j'aime bien dire aussi que la géomorphologie, c'est une métadiscipline, donc une discipline qui va aller emprunter à d'autres disciplines des géosciences. Mais pas seulement, donc des géographes dont je fais partie, des géologues, des hydrauliciens, des géotechniciens, des historiens aussi, et c'est pour ça que j'aime à dire que c'est une science de mise en contexte à travers cette méta-approche. Donc à travers ces grands éléments ces grandes bases qui sont moins des bases de l'ingénieur, je vous propose de revenir sur ces deux événements que sont la tempête Alex et la crue qui a eu lieu sur le torrent des Étançons à la Bérarde le 21 juin dernier. Alors, ces deux crues, aux Étançons et les crues de la Roya, de la Vésubie, de la Tinée et de leurs affluents en 2020, sont des événements géomorphologiques, mais c'est des crues qui ont un aspect un peu plus particulier, qui ont un aspect un peu différent de ce qui a pu se passer récemment à Valence, en Espagne, ou dans le quart sud-est de la France. Donc vous pouvez voir des... Hop, si vous voyez la souris, je vais mettre le pointeur laser. Hop. Donc, ce qui s'est passé à Valence en Espagne, dans les crues qui ont touché le quart sud-est de la France ces derniers mois sur le Lignon, le Gier. On peut citer aussi les crues qu'il y a eu en Allemagne et en Belgique en 2021 qui ont fait plusieurs centaines de morts, ou la crue de Louvèze à Vaison-la-Romaine en 92, qui sont des crues qui sont certes morphogènes, c'est-à-dire qu'on va transporter des sédiments, mais qui, selon moi, sur une définition toute subjective, ne sont pas des événements purement géomorphologiques. Pourquoi ? Parce que les dégâts qu'il y a eu, les victimes qu'il y a eu aussi au cours de ces événements, sont essentiellement liés à l'eau, aux écoulements liquides, et non à la présence de sédiments et à la mise en mouvement de sédiments dans des volumes extrêmement importants. Moi, ce que j'appelle... Ce que j'appelle un événement géomorphologique, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont des événements qui sont certes des crues, mais dont les dégâts vont principalement être liés aux apports solides et vont pour la plupart entraîner des transports, des changements dans le paysage qui sont assez marquants.
Alors on peut citer l'Aigua, par exemple, de 1940, sur lequel je reviendrai succinctement, la tempête Alex et la Bérarde, c'est-à-dire la crue des étançons cette année. Mais donc, vous voyez un peu les accumulations de sédiments et vous voyez vraiment les dégâts sur le territoire, donc sur les habitations. Ici, un chalet d'habitation, ou ici, sur le torrent de Molière, un affluent de la Tinée qui a été touché par la tempête Alex. Vous pouvez voir l'accumulation sédimentaire. Ici, c'est une usine hydroélectrique donc, qui a totalement remblayé le bâtiment. Le niveau du sol était la restitution au torrent de Molière se situe à ce niveau-là. Et je cite, mais j'aurais pu en citer beaucoup d'autres, la crue torrentielle, la lave torrentielle qui a touché le funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet en décembre 2021 et qui l'a rendu totalement hors d'usage. Il n'a toujours pas été remis en service jusqu'à ce moment-là. Donc ce qui fait vraiment la différence entre les crues que je vous ai montrées précédemment et ces crues-là que je qualifie d'événements géomorphologiques, c'est l'importance des dégâts liés au transport sédimentaire. Donc c'est vraiment cette partie cailloux des crues qui, moi, m'intéresse particulièrement et que je vais essayer de mettre en lumière aujourd'hui. Donc je peux parler des apports liquides, ça a suffisamment été débattu, il y a des gens qui sont bien plus experts que moi pour expliquer la quantité d'eau qui est tombée pendant la tempête Alex et comment ça s'est traduit en hydrogrammes de crue, c'est-à-dire les climatologues, les météorologues, les hydrologues. On va vraiment s'intéresser à cette partie cailloux, d'où viennent ces cailloux, comment ils sont transportés dans le cours d'eau et comment ils se déposent. Alors pour ça, je vais terminer mon introduction par deux petites diapos pour vous présenter des concepts très généraux en géomorphologie, mais qui sont des clés de lecture qui sont, je pense, assez nécessaires d'avoir. C'est des concepts assez simples, que sont notamment la balance de Lane, donc un principe qui a été décrit par Lane en 1955, qui explique que l'évolution d'un cours d'eau, l'évolution de son lit sédimentaire, dépend d'un rapport entre les apports liquides, c'est-à-dire la puissance des écoulements, c'est-à-dire le débit qui est moyenné par la pente, plus ou moins faible ou plus ou moins forte, et les apports solides. Donc le débit solide, le volume de matériaux disponible, moyenné par la taille des sédiments. Et ça va nous permettre de savoir si un cours d'eau va avoir une tendance à l'incision ou plutôt à l'exhaussement. Cette notion d'équilibre, elle est très prégnante en hydromorphologie et elle amène aussi à interroger la notion d'équilibre. Donc c'est pour ça qu'on relativise ce qu'est un équilibre. On explique que les équilibres sont dynamiques et qu'un cours d'eau en fait va s'adapter à ces conditions et que cet équilibre il n'est pas statique. Un cours d'eau il n'est pas figé, il va évoluer dans le temps et il va avoir une certaine tendance. L'autre élément et l'autre concept qui est important et qui va suivre, que je vais répéter au fur et à mesure des diapos qui vont arriver, c'est la notion de connectivité sédimentaire. Ce concept de connectivité sédimentaire, il a émergé il y a une vingtaine d'années en géomorphologie. Et en fait, il essaye de comprendre le niveau de couplage entre un stock sédimentaire, donc soit un stock hérité qui est déjà en place, soit une zone de production sédimentaire, avec l'hydrosystème. Autrement dit, est-ce que ce stock sédimentaire contribue directement à la fourniture sédimentaire d'un cours d'eau ou pas dans ce cadre-là? Cette connectivité, elle s'apprécie à la fois dans l'espace, mais aussi dans le temps, parce que sur un événement extrême, un stock sédimentaire qui est découplé de l'hydrosystème peut se retrouver couplé, et là, ça nous explique comment des quantités, des volumes de matériaux extrêmement importants peuvent être mis en mouvement. Hop. Alors, on va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet et de regarder un peu ce qui s'est passé pendant la tempête Alex, en regardant d'abord, avant de regarder les réponses hydrosédimentaires, en essayant de comprendre, on sait qu'on a eu un volume de sédiments majeur qui a été mis en mouvement, mais d'où viennent ces matériaux. Donc l'événement hydrométéorologique extrême a permis de remobiliser des matériaux qui sont essentiellement des matériaux d'origine glaciaire, c'est-à-dire de la moraine. Ici, dans les vallées de la Tinée, de la Vésubie ou de la Roya, ne sont pas des belles moraines latérales ou des belles moraines frontales comme on peut en voir dans les manuels, mais plutôt des plaquages morainiques, donc des accumulations qui sont plaquées sur les versants, qui ne sont pas forcément très nettes. Et puis on va aussi avoir tout un tas de matériel qu'on peut qualifier de post-glaciaire, pro-glaciaire, paraglaciaire, périglaciaire. Je vous épargnerai de toutes les définitions de tous ces termes, mais en gros des accumulations qui sont à la fois fluvio-torrentielles,
gravitaires et glaciaires. Donc ici vous voyez quelques exemples ici sur l'image ici de matériel glaciaire qui a été remobilisé dans la vallée du Boréon. Ici un cône polygénique où on a sûrement des matériaux gravitaires, torrentiels, probablement périglaciaires, donc aussi sous l'action du gel et du dégel. Des matériaux fluvio-glaciaires, donc ici une terrasse probablement fluvio-glaciaire qui a été remobilisée. Et voilà, d'autres matériaux beaucoup plus gravitaires. Donc voilà, tous ces matériaux que je qualifie de glaciaires ou pro-para-périglaciaires. Voilà, si on regarde un peu plus dans le détail, et si on regarde les dernières publications, donc notamment celle de Liebo et al., qui est toute récente, ils ont essayé de regarder sur le bassin versant de la Vésubie et le bassin versant de la Roya, quels étaient les matériaux un peu disponibles pour l'hydrosystème. Et donc on voit bien, ici vous voyez donc les empreintes approximatives. Alors l'histoire glaciaire dans les Alpes du Sud est assez complexe. On a du mal à distinguer, comme on n'a pas des belles formes, comme je disais, de belles moraines latérales, de belles moraines frontales. C'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué de dater les dernières fluctuations pléistocènes, notamment de distinguer les extensions pendant le Wurm et pendant le Rhys. Donc c'est pour ça qu'on a des emprises qui sont assez approximatives des extensions glaciaires du dernier maximum glaciaire. Mais en gros, ce que vous pouvez voir, c'est que les têtes de bassin de la Vésubie et de la Roya sont largement concernées par les dernières extensions glaciaires, et c'est ce qui va expliquer la production sédimentaire et les stocks sédimentaires extrêmement importants dans ces têtes de bassin, qui ont été remobilisés par cet événement hydrométéorologique extrême, et qui ont entraîné des changements de paysage extrêmement conséquents. Quand on va regarder ce qui s'est passé dans les têtes de bassin versant, donc encore une fois, des publications relativement récentes, notamment celle de Raphaël Quierverdo sur la Roya, qui a bien montré aussi dans ses cartographies géomorphologiques. Donc sur les cartographies géomorphologiques, tous les éléments glaciaires vont être en violet. Donc tout ce que vous voyez en violet, ça va être soit du glaciaire, soit ou des fois du périglaciaire, en l'occurrence ici du matériel de la moraine de fond, où ici c'est essentiellement de la moraine, du matériel morainique qui a été remobilisé par fluage, et donc qui prend la forme de glaciers rocheux. Donc que ce soit dans des affluents de la Roya ou des affluents ici de la Moyenne Tinée, le vallon de Molière que j'ai eu la chance d'étudier en 2021, les matériaux remobilisés par la tempête Alex sont bien tous... l'importance des matériaux remobilisés par la tempête Alex s'explique vraiment par le passé glaciaire de ces têtes de bassin versant. Alors, si on prend un peu de recul et si on se sort un peu de ces vallées de la Tinée, de la Roya, de la Vésubie, on peut regarder aussi le potentiel de volume de matériaux disponibles, le potentiel de réplicabilité d'un tel événement sur d'autres vallées en France, dans les Alpes ou dans l'arc alpin. On voit que pour les Alpes, ici c'est une carte du dernier maximum glaciaire réalisée par Sylvain Coutran. Il s'agit de travaux de synthèse qui montrent toutes les vallées qui peuvent être potentiellement concernées du fait de l'importance des volumes de matériaux disponibles par l'origine glaciaire. On voit ici ce que j'ai mis là, le petit carré rouge, c'est le bassin versant de Louvèze, donc Louvèze qui a été en crue en 1992 et la crue de Vaison-la-Romaine, et on voit bien que le bassin de Louvèze, lui, il n'a pas été concerné par le dernier maximum glaciaire. Alors il y a probablement eu soit des petits glaciers locaux, soit quand même des phénomènes périglaciaires, mais en tout cas, on peut probablement attribuer le fait que, au final, il y a eu moins de matériaux mis en mouvement pendant la crue de Louvèze en 1992, parce qu'on n'avait pas ces stocks de matériel glaciaire disponibles. Alors j'ai mis des crues type tempête Alex impossibles dans les vallées de Louvèze ou la vallée des Paillons, qui est une autre vallée, un autre cours d'eau que j'étudie qui est à Nice. Ça ne veut pas dire que si un tel événement géomorphologique n'est pas possible sur ces vallées-là,
qu'une catastrophe n'est pas possible. Bien au contraire, Valence l'a bien montré, les crues en Allemagne et en Belgique en 2021 ne l'ont pas montré. La quantité de matériaux mis en mouvement dans un cours d'eau n'indique pas le nombre de victimes ou l'importance des dégâts qu'il peut y avoir. Bien au contraire, je pense que l'absence de mobilité d'un cours d'eau peut faire croire à une certaine sécurité du cours d'eau, alors que ce sont bien les écoulements liquides qui provoquent le plus de dégâts, en tout cas qui sont les plus meurtriers. Autre exemple, du coup, pour terminer en France, une carte de l'extension du dernier maximum glaciaire dans les Pyrénées. Également, on voit que quasiment l'intégralité des Pyrénées est concernée. Et on a bien vu également sur les crues de septembre dans la partie occidentale des Pyrénées où il y avait eu des changements morphologiques qui pouvaient être assez conséquents, malgré un événement hydrométéorologique qui, lui, n'a pas été aussi majeur que la tempête Alex. Alors, maintenant qu'on a regardé d'où venaient un peu les sédiments, je vous propose de regarder un peu ce qui s'est passé au niveau des réponses hydromorphologiques, c'est-à-dire comment les cours d'eau ont réagi à ces apports sédimentaires majeurs. Ici, toujours en citant le papier de Frédéric Liébaud, qui est tout récent, en fait, les cours d'eau, les fonds de vallée ont été totalement emblayés. Vous pouvez voir en bleu la largeur de la bande active, donc la largeur du lit actif de la Vésubie, du Boréon, qui est un affluent de la Vésubie, et de la Roya en bleu avant la tempête Alex. Et en rouge, c'est une échelle logarithmique ici, et en rouge, la largeur de la bande active après la tempête Alex, avec en noir la largeur du fond de vallée, c'est-à-dire le maximum sur lequel pouvait se développer le cours d'eau. Et en fait, cette étude nous montre que la mobilité du lit des cours d'eau a été au maximum, elle a atteint quasiment de partout, mis à part quelques terrasses alluviales, le maximum qu'elle pouvait atteindre, avec ici l'exemple de la Vésubie à Saint-Martin-Vésubie, où la comparaison des photos illustre vraiment très bien le phénomène. Donc ça, c'est pour l'évolution horizontale. Concernant l'évolution verticale, elle a été elle aussi spectaculaire. Donc toujours la même étude qui montre les incisions et les exhaussements du lit de la Vésubie et du Boréon. Ces exhaussements qui peuvent atteindre jusqu'à une dizaine de mètres, avec au total plus de 4 millions de mètres cubes de matériaux qui ont été mis en mouvement sur la crue. Mais quand on va regarder les affluents, donc ça c'est l'étude que je vous ai citée qu'on a menée sur le vallon de Molière, on a aussi des volumes extrêmement importants, uniquement sur la basse vallée, la partie basse du torrent de Molière, on a plus de 200 000 mètres cubes qui ont été mis en mouvement, avec dans cette vallée de la Tinée qui est finalement moins citée pour la tempête Alex, probablement parce qu'il y a un peu moins d'habitation, des exhaussements qui ont été aussi spectaculaires. Ici sur le torrent de Luyon, qu'on étudie également avec l'INRAE, où vous pouvez voir la photo ici avant la tempête Alex, du viaduc qui enjambe ce torrent de Luyon, et la photo après la tempête Alex, on a des exhaussements qui sont pareils de l'ordre d'une dizaine de mètres. Alors maintenant qu'on a pu constater un peu ce qui s'est passé, à la fois d'où venaient les sédiments et comment ils ont réagi sur les cours d'eau, j'espère que la vidéo va marcher, mais je suis vraiment pas sûr. Ce que vous nous dites, c'est que finalement les précipitations n'étaient pas si Hop, merde. importantes, si majeures ce soir, et pourtant les dégâts causés sont énormes. Alors, cette vidéo, c'est un extrait que j'ai récupéré de BFM TV du 21 au 22 juin, je crois 22 juin de cette année. Et donc, il nous explique que pour une petite crue, pour un petit cours d'eau, finalement, il y a des dégâts qui sont extrêmement importants. Cet extrait de vidéo, moi, il me plaît. Je pense que je vais la réutiliser pendant plusieurs années, voire encore plus encore. Parce qu'il interroge sur le fait que devient un cours d'eau après un événement géomorphologique aussi important que la tempête Alex. 2 jours après la tempête Alex, j'écrivais que probablement les conséquences de la tempête Alex sur la Vésubie, sur la Roya, allaient se faire ressortir pendant au moins 10 à 15 ans, voire peut-être même 20 ans. C'est pas quelque chose que j'ai inventé, je suis pas un visionnaire, je reprends juste ce qui est décrit dans la littérature scientifique et dans ce qu'expliquent les géomorphologues et hydromorphologues depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc,
dans les réponses hydromorphologiques, je vous propose un peu de nous intéresser à ce qui va se passer dans les années qui arrivent avec sur ces vallées du 0,6. Et pour comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord il faut reprendre ce qu'on a observé, c'est-à-dire que ce qu'on a observé avec l'évolution des largeurs de bande active et l'évolution du style géomorphologique, c'est ce qu'on appelle une métamorphose fluviale. Vous voyez, on est passé d'un lit qui faisait quelques dizaines de mètres à peine de largeur. C'est vraiment, les deux photos, elles ne sont pas exagérées, hein, c'est le lit de la Vésubie, du Boréon, au même endroit, à quelques dizaines de mètres près, avant la crue et après la crue. Donc on a eu un changement total de paysage, c'est ce que je vous expliquais. Et du coup, on a eu un pavage, donc ces gros blocs qui agençaient le lit du Boréon et de la Vésubie, ce pavage a été totalement déstabilisé. C'est-à-dire qu'on est passé d'un état de déficit sédimentaire, où il y avait finalement peu de disponibilité sédimentaire au regard de la puissance des écoulements, à un état d'excédent sédimentaire qui va être un minimum durable. Et c'est-à-dire qu'on va avoir des débits, des crues qui vont être morphogènes, donc qui vont transporter des sédiments pour des débits qui n'étaient jusque-là pas morphogènes. C'est exactement ce qui s'est passé, ce que vous avez pu entendre sur la vidéo que je viens de vous montrer. Pour combien de temps ces débits vont être morphogènes pour des petites crues? Eh bien ça, on ne le sait pas encore très bien, et c'est ce qu'on appelle le temps de relaxation, c'est-à-dire le temps qu'on va passer à revenir à un état antérieur. Hop. Alors, petit aparté sur comment on fait pour évaluer ce temps de relaxation, c'est qu'on a déjà un biais cognitif sur l'analyse et la compréhension du fonctionnement des cours d'eau qui est majeur en France, c'est qu'on a des cours d'eau qui sont quasiment tous en déficit sédimentaire. Beaucoup de cours d'eau qui sont, du fait de la réduction des apports sédimentaires depuis 200 ans, des aménagements, des extractions et des ouvrages hydroélectriques, on a des cours d'eau qui sont quasiment plus actifs, qui occupent une place extrêmement réduite. Ici, vous avez une illustration de ce qu'était l'Arve au niveau de Salanches il y a environ 200 ans. Vous pouvez voir l'Arve maintenant exactement au même endroit, avec les traces du tressage, donc c'est-à-dire des chenaux multiples qui pouvaient y avoir et qui viennent jusqu'à plusieurs centaines de mètres ici en rive gauche. Ici, une petite photo de la Vjosa, une des dernières grandes rivières en tresse d'Europe, en Albanie, pour vous montrer sur une image plus réaliste ce qui était une rivière en stress et ce que pouvait être l'Arve. Ce déficit sédimentaire, il va entraîner une incision à Chamonix, donc à Salanches. Cette incision, elle atteint 12 mètres depuis 200 ans. Et elle va avoir des conséquences extrêmement importantes, c'est-à-dire qu'on va avoir une incision, une contraction des bandes actives. D'un point de vue sur la biodiversité, on va avoir des conséquences extrêmement importantes avec un abaissement du niveau des nappes et un appauvrissement des habitats. Et surtout, on va avoir une faible morphogénèse, c'est-à-dire qu'on va avoir des cours d'eau qui finalement vont bouger très peu. Et en fait, maintenant, dès qu'on voit 2-3 cailloux bouger dans un cours d'eau, on a l'impression que c'est la catastrophe, que la rivière a totalement changé, alors que au final, une rivière, avoir quelques bancs de galets qui bougent comme celui-là, c'est vraiment pas grand-chose par rapport à ce qui se passait il y a 200 ans. Voilà pour le petit aparté, ce qui va nous permettre de revenir un peu à notre histoire de tempête Alex, et de savoir quel va être ce temps de relaxation, combien de temps on va devoir attendre pour revenir à un état antérieur. Et pour ça, on n'a pas d'événements similaires exactement sur la Vésubie, sur la Roya. On a des étudiants qui travaillent dessus, notamment sur la vallée de la Roya. Mais même sur la Vésubie, on n'a pas d'événements qui est récent, qui a été bien documenté, qui est comparable. Par contre, dès qu'on élargit un peu le spectre et dès qu'on va s'intéresser à ce qui s'est passé sur le pourtour méditerranéen, on trouve ce que je vous ai cité tout à l'heure, l'Aiguat de 1940. Donc une crue majeure qui a finalement été peu connue parce qu'il s'est déroulé pendant la Seconde Guerre mondiale et donc il y avait d'autres priorités à l'époque. Mais quand on a des photos, quand on regarde les photos de l'Aiguat, vous voyez ici c'est une photo pareille prise au même endroit, vous pouvez voir le bâtiment qui est le même que celui ici. Et quand vous lisez les descriptions, notamment celle de Maurice Pradé, où maintes cours d'eau larges de 3 à 4 mètres entre rives ordinaires ont recouvert leur vallée sur 30, 40, 60 mètres de largeur et sur des profondeurs de 2 à 3 mètres. En fait, on a exactement les mêmes descriptions de ce qui s'est passé sur la tempête Alex. Donc voilà, j'ai mis en perspective, encore une fois, avec les photos de Saint-Martin-Vésubie,
pour vous montrer que visiblement il s'agit de deux événements qui peuvent être très similaires et qui sont très comparables. Sauf que pour les Gouads, on a quand même un recul historique et on peut regarder un peu ce qui s'est passé par la suite. Donc ici j'ai trouvé moi un cours d'eau donc en utilisant les photographies historiques de l'IGN, les photographies aériennes, sur la Lentilla, qui est un affluent de la Tête, un affluent rive droite de la Tête. Il y avait des photos disponibles avant les Gouads en 1935. Donc ici la Tête est située ici et la Lentilla est ici. On a des photos exceptionnellement en 1941 qui nous montrent l'importance de ce qu'a été les Gouads avec voilà, tout le fond de vallée qui a été remblayé. Et il faut attendre au minimum une vingtaine d'années. En 1960, on commence à retrouver une bande active qui va avoir une largeur similaire à 1935. Mais on a une grosse crue dans les années 60, dont on pourrait aussi se demander si elle n'est pas une conséquence des apports sédimentaires et de la modification de la configuration sédimentaire de l'Aiguade de 1940, pour attendre 1979 avant de retrouver une configuration du cours d'eau qui va être vraiment stable et vraiment similaire à ce qu'elle a été avant 1941. Donc cette succincte rétroanalyse de l'Aiguade de 1940, elle nous donne déjà des informations et il faudra, sur le fait qu'il faut attendre au minimum 20 à 40 ans pour avoir un retour à l'état antérieur et donc pour avoir un cours d'eau, une Vésubie, une Roya qui serait similaire à ce qu'elle était avant la tempête Alex. Donc ça veut dire que il faut probablement, moyennant tous les aménagements qui ont été faits sur la Vésubie et la Roya, petite précision, les dernières études montrent que la largeur de la bande active, donc la largeur du lit actif de la Vésubie, du lit qu'on laisse à la Vésubie, est actuellement inférieure à ce qu'elle était avant la tempête Alex. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de terrassements, de réaménagements, que même les endroits où il y avait un peu d'espace de liberté sur la Vésubie, on a grignoté dessus pour mettre de l'endiguement, pour gagner du terrain. Donc moyennant ces aménagements, on aurait pu estimer qu'on a un temps de retour, un temps de relaxation de l'ordre de 20 à 40 ans sur ces vallées de la Roya et de la Vésubie, et aussi de la moyenne Tinée, n'oublions pas. Alors, on va pouvoir passer rapidement, parce que je pense que j'ai déjà bien entamé mon temps, à ce qui s'est passé à la Bérarde. Oui. La Bérarde, on a finalement un phénomène assez similaire. On a une crue assez exceptionnelle. Le phénomène hydrométéorologique, ici, qui est un petit mot sur le phénomène, on estime à peu près que la moitié des apports en eau viennent de la pluie et la moitié vient de la fonte de la neige. L'histoire du lac supraglaciaire, il est probablement très négligeable. Et donc on a eu un épisode hydrométéorologique extrême et des apports de sédiments extrêmement importants. Je vous propose d'abord de regarder ici les conséquences. Ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé, pour le coup, ça a été très bien documenté, comme on a eu les secours qui ont été mobilisés très tôt pour évacuer les habitants. On a une chronologie des événements et même une documentation photographique qui est extrêmement remarquable. On a eu d'abord un remblaiement du lit historique, donc vous pouvez voir ici le lit historique du torrent des Étançons sur le cône de la Bérarde, qui était peu incisé. Ce lit s'est progressivement incisé jusqu'à une dizaine de mètres. Vous pouvez voir ici, sur ce profil-là, sur le cône, le lit du torrent des Étançons qui était extrêmement incisé, de l'ordre quasiment d'une dizaine de mètres. Et tout ce lit historique et ses abords a été remblayé par les sédiments charriés par le torrent des Étançons. Alors, c'est pas une lave torrentielle qui s'est produite, mais c'est ce qui s'appelle une débris flood. C'est du charriage extrêmement intense. L'étude des débris flood est relativement récente et je ne m'étalerai pas sur le sujet, mais ce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est que c'est des volumes extrêmement importants de matériaux qui ont été remobilisés. Donc le lit historique a été remblayé, ici, et donc le cours d'eau qui passait, vous voyez ici sur le cône, il partait directement en rive droite, il faisait même un espèce de petit méandre. Et ben, ce lit étant remblayé, le cours d'eau a divagué, a fini par taper tout droit à travers les habitations, et notamment au milieu du village sur l'église. Et donc là, ce qui est extrêmement intéressant de voir, c'est qu'on est au moment de la divagation, donc il y a des écoulements un peu dans tous les sens, mais on a les écoulements qui vont commencer à basculer en rive gauche du cône. Et ici, vous voyez, l'église, elle est toujours en place sur ces photos, donc aux alentours de 10-11 heures du matin. Par contre, en fin d'après-midi, les matériaux se tarissant,
mais les écoulements restant extrêmement puissants, ben c'est ce qui se passe classiquement hein, sur toutes les crues, même sur les crues de tous les cours d'eau pendant la tempête Alex, on a ce genre de phénomène. En fin de crue, on a une réincision d'un lit, et ici le lit, ben, il s'est reformé en se réincisant et en tapant tout droit sur le cône, et c'est ce qui a provoqué ici ben, la destruction des bâtiments, notamment ben, de l'église, dont il ne reste désormais plus rien. Alors ça, il s'agit d'une figure inédite, parce que je l'ai faite samedi, qui montre un peu tous les volumes qui ont été en jeu par comparaison de données LIDAR. Donc on a eu de la chance avec le programme du LIDAR HD de l'IGN d'avoir un état antérieur, et donc il y a un LIDAR qui a été, un levé LIDAR qui a été réalisé post-crue. Ce qui nous permet d'avoir une quantification des volumes extrêmement fines. Donc les apports de sédiments dans la partie supérieure, ici vous avez le bout, là où il y a le laser, le bout le front du glacier de Bonne-Pierre. Et donc les sédiments, en fait, leur provenance elle est extrêmement localisée. Il s'agit de cet affluent du torrent de Bonne-Pierre, qui s'est réincisé dans son lit, donc dans des matériaux d'origine glaciaire essentiellement. Et donc cette incision a permis de remobiliser aux alentours de 300 000 m3 de matériaux qui, pour les 2/3 environ, ont été déposés sur le cône avec des exhaussements qui peuvent atteindre de l'ordre d'une dizaine de mètres. Donc les exhaussements ils sont en rouge, les incisions sont en bleu. Vous pouvez voir ici le chenal réincisé sur le cône en bleu avec le torrent qui a tiré tout droit. Et donc sur la partie principale de dépôt, là, sur le remblaiement du lit historique, on a 200 000 m3 de matériaux qui ont été déposés. Hop. Comment? J'en ai pour... allez, on va essayer 3-4 minutes. Je vais essayer de terminer vite. Alors, simplement pour expliquer, le bassin versant au total du torrent des Étançons fait 32 km², mais les matériaux, en fait, ils viennent d'un endroit extrêmement localisé, qui sont ce torrent de Bonne-Pierre. Ils ne pouvaient pas venir de toute façon du torrent des Étançons parce qu'on a un blocage sédimentaire. Ce blocage sédimentaire, on peut l'analyser à travers la connectivité sédimentaire, le concept que je vous ai exposé tout à l'heure. C'est un concept qui a commencé à être quantifié, notamment à travers l'indice de connectivité sédimentaire développé par Cavalier et al. 2008, qui est un indice morphométrique. Et quand on le regarde, il faut regarder la partie jaune. En fait, il montre bien que les sédiments ne peuvent venir que d'une partie seulement du bassin versant des Étançons. Et en l'occurrence, quand on regarde dans le détail, quand on regarde la carte de comparaison que je viens de vous montrer topographique, ces matériaux viennent uniquement d'un endroit extrêmement localisé. Hop. Donc d'où viennent les sédiments? Ils ne peuvent pas venir du torrent de la partie du torrent des Étançons, mais ils viennent vraiment du vallon de Bonne-Pierre et du torrent de Bonne-Pierre qui s'est incisé jusqu'à une dizaine de mètres sur son cône. Donc vous voyez ici une photo. Là, vous avez plusieurs collègues qui donnent l'échelle. Et là, c'est vraiment le front, le chenal incisé du vallon de Bonne-Pierre, d'où viennent les matériaux. Vous avez une rupture de pente jusqu'ici. Donc le chenal s'est incisé un peu en amont de la rupture de pente. Et le tout dans du matériel glaciaire, donc essentiellement du matériel morainique situé à l'intérieur du vallon morainique du petit âge glaciaire, donc situé dans une position où il y avait encore le glacier il y a moins de 200 ans. Hop, donc rapidement sur le vallon des Étançons, pourquoi les matériaux ne peuvent pas venir d'ici. Vous voyez ici ce grand replat, probablement d'origine à la fois dynamique, donc glaciaire, et structurale. On a des grands jeux de failles dans la région qui expliquent la formation des vallées. Mais ce grand replat explique pourquoi les sédiments qui sont produits en amont dans la tête de bassin ne peuvent pas transiter à travers cette plaine, ou transitent très très peu à travers cette plaine fluviale, et n'ont pas pu contribuer aux matériaux déposés sur le cône de la Béarn. Alors, rapidement, et pour conclure, avant de passer à quelques questions, l'apport de la géomorphologie elle est extrêmement précieux dans l'analyse de ces événements, parce que on a du mal, on n'est pas des modélisateurs, on n'est pas des physiciens, on n'est pas
on a du mal à l'être quand on essaye de l'être. Et du coup, on s'attache plutôt à comparer, à chercher des événements similaires, à voir à différentes échelles, ce qu'on appelle l'approche multiscalaire, qui affectionne particulièrement les géomorphologues d'origine géographique. On essaie de relativiser, d'identifier des trajectoires géomorphologiques. Et en fait, vraiment, ça nous permet d'avoir une science de mise en contexte et de comprendre, d'un point de vue global, la complexité d'un événement. Derrière, ça va permettre le fait de dégrossir cette complexité, ça va vraiment permettre justement aux personnes, aux scientifiques qui ont une approche plus ingénieure, plus technique, de mieux orienter leurs recherches et d'affiner. Donc il y a vraiment un couplage extrêmement précieux pour moi à faire et qui n'est pas assez fait, où on vient plutôt en confrontation des sciences de l'ingénieur. Ce qui va me permettre aussi d'alimenter les discussions autour de la table ronde, c'est que en tant que géomorphologue, ce qui va nous permettre de nous remettre un peu au centre du jeu, c'est que l'arrivée de nouveaux outils, notamment les drones, l'imagerie satellite, toutes les données topographiques à haute résolution, j'ai cité énormément les données LIDAR, on pourrait citer la photogrammétrie, et toute la capacité d'analyse de l'intelligence artificielle pour le traitement et aussi pour l'interprétation, ça va nous permettre, nous, en tant que géomorphologues, de pouvoir quantifier des choses qui n'étaient jusqu'à présent qu'observables. Et donc vraiment, cette partie quantification des observables, je pense que c'est une manière de remettre la géomorphologie un peu au goût du jour et la remettre plus dans des approches ingénieures, en tout cas de voir un lien beaucoup plus fort avec les approches de l'ingénieur. Actuellement, ces outils, en géomorphologie au moins, mais j'ai envie de dire dans toutes les sciences de l'ingénieur, ils sont totalement mal ou sous-exploités par rapport à leur réel potentiel. Et pour pouvoir correctement les exploiter, ça nécessite à la fois d'avoir une réelle culture de la donnée, d'avoir une veille technique et scientifique intense, parce que l'évolution des techniques, l'évolution des méthodes et des méthodologies qui sont nécessaires pour la mise en œuvre de ces nouveaux outils, elle est extrêmement rapide, et surtout ça nécessite d'avoir des connaissances disciplinaires, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de demander à un informaticien de développer un outil si on n'est pas capable d'interpréter les résultats. Je pense que je vais passer aussi peut-être rapidement sur la quantification des observables en termes de granulométrie, donc ce qu'on peut faire avec de l'IA, ici sur le torrent de Lulion, sur une étude qu'on mène avec l'INRAE Grenoble, donc un affluent moyenne-tinné qui a été touché par la tempête Alex. On essaie de comprendre la dynamique sédimentaire post-tempête Alex, en mesurant toutes les particules, en faisant une analyse granulométrique à partir d'images drones, et sur 1,5 km de cours d'eau, on arrive à mesurer à peu près 11 millions de particules, et on essaie de transformer cette donnée en information et en tendance pour l'évolution à venir du torrent. Hop. Et pour conclure, en espérant ne pas avoir trop dépassé, toute cette approche géomorphologique, en fait, pour moi, elle est essentielle parce qu'on va vers une augmentation très probable du nombre de phénomènes extrêmes et notamment les phénomènes géomorphologiques, qu'on a une nécessité de mieux se préparer, à la fois anticiper, prévenir, mais aussi gérer les crises. Et donc cette approche géomorphologique, elle permet à la fois une mise en contexte et de comprendre ce qui s'est passé, et permet d'avoir des données extrêmement précieuses en entrée. Et donc cette approche géomorphologique, je pense qu'elle est vraiment importante à lier aux approches des sciences de l'ingénieur en géosciences, parce qu'elle pour moi, elle doit intervenir avant la phase de dimensionnement, notamment de tous les travaux en modélisation, pour lui donner un cadre, alors que jusqu'à présent, l'approche géomorphologique, elle est plutôt appelée, quand on comprend mal ce qui se passe en modélisation, pour venir critiquer, venir se confronter aux approches plus ingénieurs. Donc là, il y a un réel besoin de mieux articuler, je pense, les études plus ingénieurs et plus observables. Et cette approche géomorphologique, elle est très utile aussi dans les situations dégradées, dans des événements exceptionnels dont on a du mal à comprendre l'ampleur, ou quand on a des délais réduits, on reste dans des situations dégradées. Il faut essayer de comprendre rapidement ce qui se passe pour pouvoir trouver des solutions et mener des actions afin notamment de gérer le risque aux biens et aux populations. Voilà, je vous remercie.